Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je reçois Camille et on va parler de sacs. Vous allez voir comment gagner 4 500 € en faisant de l'achat et revente de sacs de luxe, mais pas que. Camille a aussi fait de l'immobilier. Elle a accompagné plus de 700 personnes pour avancer autour des sacs et autour des enchères. Donc ça va être un superbe épisode. Camille, elle est totalement solaire. C'est comme ça qu'elle m'a été présentée. Bonjour Camille. Bonjour Victor, merci pour l'invitation. Je te remercie. Alors, on aurait dû se rencontrer déjà il y a 3 ans, mais bon, j'ai un peu loupé le créneau, mais on se rattrape aujourd'hui. Je fais ta courte description. J'ai demandé à Claude, du coup, de me faire un résumé sur toi, et je pense que c'est pas mal. Donc, 35 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, tu n'habites plus à Paris. Tu as quitté Paris depuis pas très longtemps. On en discutait juste avant. Et là, principalement, ton activité principale aujourd'hui, c'est d'accompagner des personnes autour de sacs, d'achat et revente de sacs. Tu as un compte Instagram qui s'appelle Elle Investit. Et là, tu accompagnes principalement des femmes autour de ce sujet-là, qui est un peu novateur et qui intéresse beaucoup de monde. Pas seulement les personnes qui aiment les sacs, il y a aussi les personnes qui découvrent l'univers des sacs. Tu as fait pendant 7 ans du conseil. Donc, tu as eu une mention très bien, je crois, au bac. Après, tu as fait une prépa économique. Après, tu as fait une école de commerce. Tu es allé dans tout ce qui était conseil chez EY. Tu as fait ça pendant 7 ans. Tu as même habité à Hong Kong pendant un moment. On aurait pu se croiser là-bas, d'ailleurs. Et tu t'es dit, zut, comme beaucoup, finalement, c'est pas ce que je veux, ça m'épuise, ça m'étouffe, j'ai envie de découvrir autre chose. Et ce qui t'a permis d'aller faire un premier pas vers l'indépendance, c'était une maison que tu as achetée, tu l'as louée sur Airbnb. Tu es arrivé à 1 500 € net, et là tu t'es dit c'est bon, je peux quitter, on reviendra dessus, on reviendra sur ce projet. Et comment tu as réussi à calculer ce montant de 1 500. Et après, tu en es arrivé jusqu'à aujourd'hui, où il y a ton programme, tu l'as lancé, tu as lancé différentes choses, et là, ça cartonne en ce moment. Est-ce que jusque-là, tout est à peu près correct ? Ouais, tout est correct et même remonté jusqu'à ma mention au bac. Franchement, je suis impressionnée. Je sais pas où tu as trouvé l'information. Je sais pas. Franchement, c'est Claude qui m'a dit ça. Je me suis dit, alors je n'ai pas confirmé avec toi si c'était juste, mais je me suis dit que c'était pas mal. Du coup, si on revient là-dessus, tu fais du conseil. Tu en as fait 7 ans. Donc, je pense que tu arrives vers ta 30e année à peu près. Et pourtant, c'est un peu le rêve de faire du conseil un peu peut-être au début. Puis surtout, tu étais à Hong Kong. Qu'est-ce qui t'a fait craquer ? Qu'est-ce qu'il y a un moment, tu t'es dit, bon, c'est plus pour moi. C'était quoi ce moment ? Ouais, en fait, je pense que ça n'a jamais été pour moi et je l'ai compris, si je dois être honnête envers moi-même, je l'ai compris dès le premier jour, voire dès la première semaine, quand j'ai commencé à EY en septembre 2014. En fait, je me sentais pas à ma place. Je me rendais bien compte que ma vie, j'étais pas censée rester derrière mon ordinateur toute la journée à remplir des fichiers PowerPoint ou des fichiers Excel sans queue ni tête, pour des missions ultra abstraites, pour des clients que je ne rencontrais jamais. Et en fait, je manquais totalement de liberté. Tu vois, je me revois derrière la baie vitrée de la Tour à la Défense en train de regarder dehors. Surtout en ce moment, on est en plein mois d'avril, il fait beau. Et à l'époque, je me disais, mais je rêverais de pouvoir sortir ne serait-ce que 30 minutes et aller me balader. Et en fait, je me sentais vraiment prisonnière de ce monde. Mais en même temps, je me disais, en fait, j'avais l'impression que toute ma vie d'écolière, d'étudiante, toutes mes études m'avaient emmenée à ce point-là et je me disais, je peux pas lâcher maintenant. Je me suis démenée pour avoir mon bac avec mention, faire ma classe prépa, rentrer en école de commerce, avoir un prêt étudiant pour payer mon école de commerce. Maintenant, j'ai un job où tout va bien sur le papier, le job prestigieux, où voilà, prestige social, des augmentations chaque année, des voyages à l'autre bout du monde, etc. Donc sur le papier, le job est parfait, mais au fond de moi, je me sens pas remplie. Et donc à ce moment-là, je me dis qu'il y a un truc qui cloche, mais je me dis, peut-être que tout le monde pense comme moi, je vais continuer quelques années encore et puis on va voir ce que ça va donner. Jusqu'à ce fameux soir, je me rappelle très bien, de novembre 2019, où j'ai atteint ça a été la goutte d'eau dans le verre, où là je me suis dit, en fait, il faut que je parte. Je tiendrai pas comme ça plus longtemps, j'avais 29 ans à l'époque, et j'avais potentiellement encore 30, voire 35 années devant moi à travailler, et je me suis dit, mais jamais je tiendrai toute cette période-là, en fait, je vais finir sous Prozac, et en fait, mon esprit, mon corps ne tenait plus, et c'est à ce moment-là où je me suis dit, il faut que je parte, il faut que je trouve une porte de sortie pour quitter le conseil et plus généralement le salariat. C'était quoi il s'est passé quoi ce soir-là particulièrement ton corps a lâché. C'est quoi concrètement Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me rappelle franchement comme c'était hier. En fait, ça faisait plusieurs semaines, voire mois, je crois 3 mois, que je travaillais pour un client
pour une mission qui était au fin fond d'une zone industrielle en Belgique et c'était pour une mission de réduction d'effectifs. Donc, grosso modo, on dressait des listes de personnes à potentiellement virer dans l'entreprise. Donc, déjà, pas la mission la plus sympa. Et surtout, en fait, donc on était logé dans un hôtel qui était littéralement à 50 mètres de la porte d'entrée de l'entreprise de notre client. Notre client vivait à l'hôtel avec nous. Donc, en fait, du petit déjeuner le matin jusqu'au dîner à 22h, on parlait tout le temps boulot, boulot, boulot. On n'avait pas un instant pour nous. Et je me rappelle très bien ce fameux soir où j'ai eu un déclic. C'était le dernier jour, on devait rendre nos conclusions le lendemain. On avait, alors tu penses bien que le rapport était prêt depuis déjà plusieurs jours, il avait été revu par tout le monde. Finalement, le grand ponte de mon équipe, le directeur de mon équipe, arrive ce soir-là dans la salle de réunion, donc je crois qu'il était déjà 20h, pour revoir la présentation. Il décide que rien ne va. Donc on va rester enfermés dans cette pièce jusqu'à 2h du matin, sans dîner, sans faire de pause ni quoi que ce soit, pour revoir une présentation PowerPoint, globalement pour inverser des couleurs et des typographies. Et en fait, ce soir-là, je me rappelle très bien, je me suis vue un peu comme si, je sais pas, je sortais de mon corps et je me voyais, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là enfermé dans cette salle jusqu'à 2h du matin pour modifier un rouge par rapport à un vermillon dans ta présentation? On s'en fout. Et ce soir-là, moi, j'avais d'autres projets pour ma soirée. J'avais envie d'aller à la salle de sport, d'appeler ma grand-mère, de dîner dans ma chambre sans mon client, soit tranquille. Et en fait, ma soirée a été complètement foutue en l'air par la décision d'une personne qui n'était pas moi. Et en fait, ce soir-là, franchement, j'étais en colère, j'avais la haine. Au début, j'avais la haine contre mon équipe, contre mon manager, contre mon client. Et en fait, il y a un moment où je me suis dit, mais écoute Camille, personne t'enferme dans cette pièce. La porte, elle est pas fermée. Il ne tient qu'à toi de partir. Si t'es pas contente de ce qui se passe actuellement, c'est 100% ta faute. Si tu veux que ça change, il faut que les choses changent, il faut que tu partes. Il faut que tu partes de ce job, en fait. Et ce soir-là, ça a vraiment été une prise de conscience de... Si je suis pas contente, et je ne suis pas contente depuis des années, il n'en tient qu'à moi de faire bouger les choses. Personne ne va m'aider. Je suis la seule personne qui peut me sortir de cette situation. Pourtant, c'était pas la première fois. Tu faisais du conseil depuis 7 ans. Ce genre de situation, on l'a souvent. Alors, au début, en fait, quand on est plutôt junior, effectivement, il y a plein de choses qu'on comprend pas. Plus on progresse, plus on devient meilleur normalement, donc il y a moins d'erreurs. Mais cette situation, c'est le dernier moment où il y a un directeur qui arrive et qui modifie les choses, tard, au milieu de la nuit. Ça t'était déjà arrivé? Bien, figure-toi que non. Ah non, jamais? Non, Ah jamais d'accord. si tard. Alors, soit j'ai eu la chance, soit j'ai fait en sorte de tomber dans des équipes où, au maximum, on travaillait jusqu'à 22h, ce qui était déjà beaucoup trop tard par rapport à ma vision actuelle. Mais la nocturne, comme ça, non, ça m'était jamais arrivé. Et en fait, je pense que si ça m'était arrivé quelques années plus tôt, je me serais dit, ah, c'est pas grave, il y a une bonne ambiance parce qu'on était nombreux autour de la table. Je me serais dit, il y a une sorte de convivialité, de fraternité, pas du tout en réalité. Je pense que je l'aurais accepté en me disant, ça fait partie du jeu, tu vois, ça fait partie de cet échange un petit peu. Et en fait, là, je pense que j'étais déjà à genoux après des années à me poser des questions sur ce job. Et ça a vraiment été la goutte d'eau. Je me suis dit, non, en fait, ça n'a aucun sens. Je peux pas gâcher des heures, je peux pas gâcher ma vie pour faire ce métier qui ne m'apporte rien, qui est abstrait, qui est loin de mes valeurs, de mes considérations, qui est loin de mon envie d'être sur le terrain, de faire des choses concrètes et des projets qui viennent de moi. Tu avais déjà essayé de changer de métier? Non, pas vraiment. Alors, oui et non. En fait, j'avais eu une idée de business. Quelques mois avant, en 2019, en fait, moi, je suis une grosse consommatrice de bijoux en plaqué or, toutes les petites marques parisiennes qui pullulaient à l'époque et qui le font toujours. Et en fait, il y a une grosse problématique avec les bijoux plaqué or, c'est qu'ils finissent par se dédorer. Et c'était le cas de plein d'amis à moi. Et en fait, tu as deux possibilités dans ces cas-là. Soit tu jettes ton bijou, soit tu le rachètes. Mais il n'y a pas la possibilité de lui donner une seconde vie en lui remettant une couche de plaqué or. Donc, j'avais eu l'idée de lancer ce business et j'étais absolument convaincue que ça allait marcher. Et à ce moment-là, donc, je revenais d'une expatriation à Hong Kong, donc je rentre en France et j'ai la bonne idée de lancer mon business en même temps que je reprends un job de consultante chez KPMG, en me disant ce sera un job alimentaire. En réalité, j'ai tenu 3 mois, je me réveillais à 5h du mat pour bosser sur mon business et ensuite je partais à la Défense. Et en fait, il y a un moment où j'étais tellement fatiguée physiquement que j'ai dû arrêter ce side business, le mettre en pause et me dédier à mon job principal. Donc j'avais déjà eu l'idée d'une... Mais je le voyais pas comme une porte de sortie parce qu'à l'époque, je pensais pas être capable de générer suffisamment d'argent pour vivre par moi-même. Je le voyais plus comme une bouffée d'oxygène en fait, un projet qui me tenait vraiment à cœur. Quand tu fais du conseil, alors il y a un piège quand même dans les boîtes de conseil, après il faut voir, mais à mon avis là où tu étais, il y a quand même une ambiance où normalement c'est un peu promo d'école aussi. Donc c'est un peu comme ça, en fait on quitte l'école et finalement c'est la continuité de l'école. Complètement. Alors j'en discutais aussi avec des amis, il y a aussi tous les aspects négatifs de la continuité de l'école, c'est-à-dire qu'en école de commerce, généralement, bon, les gens ça flirte un peu partout. En tout ce qui est cabinet de conseil, en réalité, ça flirte un peu beaucoup aussi. Il y a cette ambiance, que ce soit les mecs et les filles, hein, c'est une ambiance, ça picole pas mal, il y a pas mal de sorties. En fait, on continue l'école dans cette direction-là. Il y a l'ambiance de promo. Et après, il y a quand même cette dimension assez hiérarchique où effectivement, il y a des moments, c'est finalement le commercial. Généralement, c'est le directeur ou c'est le VP, ou ça dépend où on est.
Et de temps en temps, ça peut être assez castrateur finalement, où on demande de tout revoir à la dernière minute. Tu as ce moment où tu es un peu au bout de ta vie, tu te dis ok, c'est fini. Ça t'a pris combien de temps avant de poser ta dème? Ouais, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis vraiment madame prudente. C'est-à-dire que ce soir-là, je me suis dit, c'est terminé. Quelques jours plus tard, en rentrant chez moi, j'ai retrouvé un peu mes esprits. Je me suis dit, ok, il faut que je parte vraiment. Je me rappelle que je l'ai écrit sur une feuille A4 et je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, ce soir-là, dans un an, je ne suis plus chez KPMG. Dans un an, j'ai quitté le consulting. Je ne sais pas comment, mais dans un an, j'y vais. Je ne suis plus là. Et en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais la conviction que de l'écrire noir sur blanc et de le voir tous les jours en passant devant dans mon appart, ça me ferait trouver une solution, tu vois. Je ne savais pas du tout comment partir. Mais je me suis dit: «Je peux pas partir comme ça, quoi» et impossible de me faire virer pour avoir le chômage. La rupture conventionnelle, je ne connaissais pas à l'époque. Donc pour moi, je pouvais pas compter sur une aide, de l'État, tu vois? Je pouvais pas avoir le chômage, donc il fallait que je trouve par moi-même. Et en réalité, ça m'a pas pris tant de temps que ça d'avoir l'idée. Je me rappelle très bien, c'était au mois de décembre 2019. Je rentre chez moi un soir de la Défense, exténuée, je m'affale sur mon canapé. J'allume la télé, je zappe sur BFM, chose qui m'arrive vraiment très rarement. Et ce soir-là, je tombe sur l'interview d'un investisseur immobilier dans lequel je me reconnais, qui explique que il a fait une école d'ingé, il a commencé à travailler, il s'est pas du tout reconnu dans le monde du travail. Il a quitté son job et en fait, oui, maintenant, il achète des maisons, il les divise en plusieurs appartements, il les met en location Airbnb et il vit comme ça. Et si tu veux, à ce moment-là, moi qui ne suis pas du tout ni entrepreneuse, ni investisseuse dans l'âme et qui ne vient pas d'une famille d'investisseurs, j'ai une ampoule qui s'allume dans ma tête et je me dis: «C'est exactement ça, c'est ce que je vais faire. Il vient de me livrer sur un plateau d'argent ma solution». Donc ni une ni deux, je cherche à le contacter, enfin je le harcèle sur Facebook à l'époque pour lui dire: «J'ai vu votre interview, je veux faire la même chose que vous, formez-moi». Et bizarrement, il a mis du temps à accepter de me former. Pourtant, tu vois, il vendait des formations. D'ailleurs, j'ai toujours pas vraiment compris pourquoi il voulait pas me vendre sa formation au début. Bref, à force de le harceler, j'ai fini par rejoindre son programme et c'est comme ça que je me suis lancée. Et dès le début, en fait, je me suis dit: j'attends que ce premier investissement immobilier soit terminé ou en passe d'être terminé, où il y a vraiment plus zéro risque et je quitte mon job parce que j'avais besoin de mon CDI pour emprunter et parce que, bah, encore une fois, j'étais madame prudente, j'avais besoin de garder mon salaire tant que j'étais pas sûre à 100 que ça allait fonctionner. Donc au final, ce projet immobilier, ça a mis un petit peu plus d'1 an à être concrétisé. Le covid est passé par là. Donc j'ai fini par quitter mon job le 1er avril 2021, 1 an et 4 mois après m'être fait, la promesse, grosso modo. Alors, j'ai pas mal de choses par rapport à. Déjà, alors BFM, comme quoi ça peut marcher, on peut leur dire merci de temps en temps. Autre élément, tu continues aujourd'hui. J'ai regardé tes stories un peu sur Insta et tu continues aujourd'hui. Alors, je sais pas si c'est tes stories ou tes reels, mais tu continues à prendre des notes papier. Là, tu continues à faire beaucoup et à noter tes points. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Tu as fait cette maison, donc tu l'as trouvée, tu l'as négociée. Ça a donné quoi, donc, ce projet? Ouais, donc je me suis lancée dans cette formation IMO. J'ai avalé tous les modules. Je faisais ça le matin en allant au travail dans le métro. Donc moi, quand je me suis lancée, je me suis dit, j'investis tout de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, donc j'ai commencé la formation peut-être juste avant les vacances de Noël. J'ai pas trop travaillé pendant les vacances de Noël. Mois de janvier, je redémarre la formation et au bout de 2-3 semaines, je commence à faire mes visites. J'ai fait 2 journées et demie de visite seulement, 2 samedis et un mardi après-midi. J'ai visité dans 2 villes au total. J'ai fait 3 offres, je crois. Une a été acceptée, j'ai acheté. Plan. T'avais acheté où? Saint-Quentin, dans le nord de la France. Donc dans Ah oui, l'Aisne, je vois pas très dans bien. les Yvelines. Ouais, donc dans l'Aisne, l'Oise, non? C'est au-dessus de l'Oise? Non, l'Aisne, c'est l'Aisne, le 02. Oui, c'est Ouais, pas c'est très ça. loin de Ouais. l'Oise, ouais. T'as une très bonne connaissance des régions. J'ai vu ça parce qu'on a parlé tout à l'heure. Moi, je vois les villes, les régions un peu moins. Très bien, Saint-Quentin d'ailleurs. Donc, t'as acheté une maison là-bas. Ça ressemblait à quoi ce que t'as fait alors du coup? Ouais, complètement. Donc j'ai acheté. L'objectif, c'était d'acheter une grande maison, peu importe le style de la maison, la plus abîmée possible, si possible, pour négocier un maximum. Donc j'ai acheté une grande maison qui était dans son jus. Je pense qu'elle n'avait pas été rénovée depuis les années 50-60. Elle était inhabitée depuis un certain temps, c'était une succession. Et elle était donc sur 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un premier décomble. Et en fait, j'avais toute ma formation en tête, donc je savais en fait que je pouvais facilement la diviser pour en faire 5 appartements, enfin 5 studios, deux T2 et 3 studios, 2 au rez-de-chaussée, 2 au premier étage et un sous les combles. Donc voilà, donc j'ai négocié cette maison, j'ai acheté cette maison, je veux plus dire de bêtises, mais non, mais c'est sûr que c'est ça, 58 000 euros, tout frais compris. Et j'ai emprunté, enfin j'ai fait à peu près 122 000 euros de travaux, ameublement compris. Et la banque t'a suivi sur la totalité? La banque m'a suivi sur la totalité. J'étais en CDI, j'étais consultante, j'avais un bon salaire. Et t'as dit que t'as acheté ta résidence principale? Pas vraiment. Mm. En fait, on a fait un micmac avec ma courtière, donc je suis passée par une super courtière. Et en fait, on a dit que je faisais de l'investissement locatif, mais que je me gardais un appartement pour en faire ma résidence principale. Donc, t'as pu emprunter sur 25 ans. Non, alors non, non, pas 25 ans. J'ai eu 2 propositions de prêt. J'en ai eu une sur 20 ans avec 6 mois de différé et une autre sur 15 ans avec 3 ans de différé. J'ai pris celle avec 3 ans de différé.
D'accord. Pour avoir plus de cas. Oui, parce que tu étais dans une phase où en fait tu avais besoin de vivre. En fait, c'est ça. En Ouais. fait, moi, cet investissement, je ne l'ai pas fait pour le garder sur le long terme. La preuve, aujourd'hui, je l'ai vendu. Cet investissement, je l'ai fait parce que j'avais besoin de cash flow, de beaucoup de cash flow pendant la première année et demie, les 2 premières années. Parce qu'en fait, j'étais partie du principe que je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie après avoir quitté mon job, mais j'avais pas besoin de 10 ans pour me reconstruire un avenir professionnel. Donc, je m'étais dit, me connaissant, en 1 an et demi, maximum 2 ans, je serais retombée sur mes pattes. Donc, en gros, je m'étais dit, il faut que pendant 2 ans minimum, enfin 1 an et demi, 2 ans, j'ai de quoi financer ma reconversion. Et donc, quand j'ai eu ce différé de 3 ans, j'ai sauté dessus parce que j'ai eu 6 mois de travaux et au final, j'ai profité de 2 ans et demi de différé où j'ai mis du cash flow directement dans la poche. Donc le différé, c'est finalement tu ne remboursais pas ou seulement les intérêts de Seulement toi. les Voilà. intérêts. J'ai emprunté à une époque où le taux d'intérêt était très faible. Donc, j'avais à peu près 192 euros de remboursement intérêt assurance tous les mois. Donc, 3 fois rien. En cash flow, ce que tu dis, c'est que tu avais globalement 1500, 1600 euros Oui. par mois, mais vu que là, tu avais du différé, tu avais encore plus, c'est ça? Non, Ou... Ah, 1500, 1600 avec le avec le différé. différé, Ouais. ok. Et aussi, et tu vois, c'est pour ça que finalement, j'ai aussi fait le choix de revendre il y a quelques mois. Et c'était un peu l'objectif du projet initialement. Le remboursement était sur 15 ans. Donc forcément, une fois que les remboursements tombent, ils sont quand même relativement importants. Ce qui me libérait un cash flow de, je crois, les derniers mois, 350, 400 euros par mois. C'est pas mal, mais en fait, c'est pas suffisant par rapport à la charge mentale que ça me générait. Donc j'ai préféré revendre pour réinvestir sur autre chose ou tout simplement dégager de la charge mentale pour mettre mon énergie ailleurs. Surtout, tu as eu de la chance de réussir un projet comme ça, parce qu'il y a un gars qui travaillait dans la même boîte que moi à une époque, Bankin, et il a acheté, pareil, à 50 ans, une maison qu'il a voulu retaper pour faire des appartements, et lui, il est dans la cyber. Et en réalité, trop de charge mentale, il s'est planté, et finalement, il s'est mis dans un bourbier pas possible, hein, parce que, en fait, il y a plusieurs... rien que ce que tu as fait indirectement, c'est un peu compliqué de commencer par ça, en tout cas moi je trouve. Mais parce qu'il y a déjà des immeubles que tu peux louer, il y a déjà des appartements que tu peux faire à la limite des colocs, c'est plus simple. Quand tu te lances dans des gros travaux, surtout là, tu as. Il y a combien de mètres carrés? 135 mètres carrés. Voilà, 137 mètres carrés, donc plus de 1000 euros des mètres carrés. Plus dans les comptes, tu as dû avoir pas mal de problèmes pour faire les studios, puis après tu dois refaire passer les évacs. En fait, tu as quand même fait le type de projet qui est peut-être le plus compliqué. Donc commencer par ça, ça va que tu t'es accroché et que tu n'as peut-être pas eu trop de problèmes avec tes artisans, mais il suffit que tu aies un décalage. Ouais. C'est le type de projet. En tout cas, moi, si je commençais aujourd'hui, peut-être que je ne ferais pas ça au tout début, parce qu'à mon avis, il y en a quand même peut-être 50% qui restent un peu sur le carreau parce qu'ils n'arrivent pas à sortir le projet. Clairement. Il y a peut-être plus simple à faire. Alors, c'est vrai que ça coûte pas cher à acheter, mais tu as quand même mis 120 000 euros de travaux. Donc là, en fait, ton objectif, c'est de te dire, OK, j'ai besoin de bouffer. Oui. J'ai besoin d'avoir donc 1500 euros, c'est ça? Comment t'es arrivé à ces 1500 euros? Parce que 1500 euros, ça veut dire, moi, quand j'entends ça, c'est que tu étais vraiment au bout de ta vie. Je pense que j'ai déjà pensé à ce genre de réflexion où je me suis dit, il me faut 2000 balles. Moi, je crois que c'était 2000 balles. Je me suis dit, Victor, si j'ai 2000 balles, j'arrête, je quitte tout parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc, je pense que tu étais vraiment au bout de ta vie. On reviendra dessus. Comment tu as calculé tes 1500 du coup Ouais. pour... C'était très simple. Donc, avant même d'investir dans l'IMO, j'ai sorti mon fichier Excel des consultantes et je me suis dit, OK, il faut que je calcule combien j'ai besoin. Parce qu'en fait, je me suis dit, si j'ai un chiffre devant les yeux, ce sera plus aussi abstrait mon départ. Tu vois, j'arriverai à trouver des solutions. Je savais pas trop quoi à l'époque, mais et donc j'ai fait un fichier Excel où j'ai listé mes dépenses incompressibles, donc mon loyer, mes courses, et je m'étais gardé un petit budget santé au cas où il y a des choses qui soient pas remboursées, parce que pour moi la santé c'était vraiment, je voulais pas me dire j'ai pas assez d'argent pour pouvoir me soigner. Par contre, j'avais pas du tout compté les loisirs. Moi, j'aime bien manger au restaurant, j'aime bien voyager. Donc ça, j'avais pas compté. Et en fait, je m'étais dit... Donc j'arrivais sur un montant de 1500 euros. Enfin, un peu moins, 1455, un truc comme ça. Mais je m'étais dit, je préfère m'assurer, je vais mettre 1005. Et je m'étais dit, avec ça, Camille, tu peux vivre. Tu seras pas en danger. Tu pourras dormir sous un toit. Tu pourras manger. Tu pourras te soigner. Tu pourras peut-être pas te faire plaisir, mais pour le plaisir, tu trouveras une solution pour générer le reste. Et en fait, c'est comme ça que je me suis dit, il me faut 1500. Avec 1500, je peux partir. Et en fait, comme tu le disais, j'étais tellement au bout du bout que je préférais avoir le minimum d'argent et retrouver ma liberté et retrouver mon temps et retrouver mon bien-être mental plutôt que de continuer à bosser en tant que consultante, même si c'était pour gagner 2 fois plus, parce qu'au final, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? En fait, j'ai plus la force mentale, j'ai plus l'envie de le dépenser. Donc à ce moment-là, je préférais gagner beaucoup moins et retrouver mon confort de vie. T'avais un psy à l'époque? Non, T'étais en burn-out? c'est une bonne question. J'ai vu mon médecin à ce moment-là. Je sais pas. Je pense qu'en tout cas, j'en étais pas loin. J'en suis pas arrivée au point de pas réussir à me lever le matin. Parce qu'en fait, je pense qu'au fond de moi, j'avais le feu de me dire, il faut que je me lève pour continuer à travailler, pour avoir mon prêt pour sortir. En fait, je pense que dans ma tête, j'étais un peu, tu vois, comme les sportifs, en mode, c'est la dernière ligne droite. Je sais que c'est dur, mais il va falloir tout donner et après, tu seras libéré.
Tu quittes. Comment ça s'est passé quand tu es parti? Pas très bien parce qu'entre-temps, j'ai appris que j'avais peut-être le droit à une rupture conventionnelle et moi, je fais jamais les choses, à moitié. Donc j'ai embauché une avocate du droit du travail. Heureusement, j'avais eu, heureusement, non, malheureusement, mais ça m'a bien servi, un cas d'harcèlement, enfin un directeur qui m'avait harcelé grosso modo. Donc on s'est servi de ça avec, l'avocate en droit du travail pour pouvoir obtenir une rupture conventionnelle. Donc ça s'est pas forcément très bien terminé avec mon employeur. Harcelé dans quel cadre? C'était harcèlement, Au travail. mais il te mettait la pression ou c'était plutôt physique Non, ou... pas physique. La pression, il m'appelait sur mon téléphone personnel, le soir, en semaine, à 23h, 23h30. Il était, c'était assez insidieux en réalité, tu vois? C'était des petites remarques par-ci par-là, c'était en fait, il prenait beaucoup de place dans mon espace, personnel, pendant mon temps de vie personnel ou au travail et il mettait énormément la pression. Ok. T'as réussi à avoir des preuves? Comment on fait? Bah, je pense qu'il y en a pas mal qui sont dans ces cas-là. Du coup, donc tu prenais des screenshots des appels, J'ai même pas eu besoin de faire ça. En fait, les ressources humaines de mon entreprise à ce moment-là ont monté un cas parce que j'étais pas la seule personne à avoir remonté. Hmm. Donc en fait, voilà, il a pris un carton rouge de la part de l'entreprise, donc ça n'a pas été très difficile à prouver. Mais si j'avais dû le prouver, oui, j'avais quand même j'avais gardé des emails, j'avais gardé l'appel qui m'avait passé à plus de 23 heures sur mon téléphone personnel. J'avais fait un screenshot, il n'était pas censé avoir mon numéro, je sais même pas où il l'a obtenu. J'avais gardé ses messages qu'il m'envoyait constamment, parfois le dimanche soir pour obtenir une presse pour le soir même ou pour le lendemain matin. Enfin, tout ça, je les avais quand même gardés dans un petit fichier, que je dois toujours avoir d'ailleurs. Mais j'ai pas eu besoin de m'en servir finalement. Quand t'es parti, du coup, t'as réussi à avoir une rupture Oui, j'ai eu donc, une rupture. donc finalement, t'as une rupture. Donc avec la rupture, t'avais peut-être 50% de ce que tu gagnais, à peu près, un peu Plus plus. même, je dirais 70 voire 80%. Alors oui, je crois qu'à l'époque, c'était mieux que maintenant. Oui, c'était Peut-être, oui, ouais, c'était c'est mieux que beaucoup mieux. maintenant, oui. Du coup, t'avais, je sais pas, t'avais 2800, un truc comme ça, 3000 peut-être même. Non, pas quand même. Je pense que je devais être à 2003 ou 2004. 2003 plus 1005. Donc Alors, finalement, t'étais... en réalité, je m'en rappelle pas trop de ce montant parce que tu vas comprendre qu'en fait, ma rupture conventionnelle, j'en ai pas bénéficié très longtemps. Donc, moi, au-delà d'être Madame Prudente, je suis aussi Madame Honnête. Donc, un jour, j'appelle Pôle emploi, je crois, pour leur poser des questions, je ne sais quoi. Et au passage, je venais de mettre mon immeuble en location. Donc, je leur dis, au fait, je vous ai pas dit, mais j'ai 5 appartements en location qui me rapportent tant. Est-ce que je suis censée les mettre quelque part? Donc là, la dame creuse un petit peu le sujet. Elle me dit, mais en réalité, du coup, vous n'avez plus le droit à votre chômage. Elle se rend compte que j'ai investi en nom propre, j'ai pas investi en société, et donc elle se rend compte qu'en fait, ça va faire tomber tout ou partie de mon chômage en fonction de mon chiffre d'affaires. Et ça s'est passé au mois d'août 2021, donc ça faisait à peine 3 mois que j'avais commencé à exploiter mes biens. T'es sûr de ça? Oui, en tout cas, mon chômage a sauté, donc oui. Parce que normalement, ça n'a aucun lien Je avec... sais. En fait, depuis, j'ai eu différentes personnes qui m'ont parlé de ça. Et en fait, j'ai l'impression que ça dépend aussi beaucoup du conseiller chez qui tu tombes. Enfin, Hmm. pour avoir beaucoup parlé aux impôts, en fonction de la personne à qui tu tombes, il y a des vues différentes. Mais en tout cas, moi, à l'époque, je l'ai déclaré, ça figurait dans mon dossier, j'étais censée le remonter à la fin du mois, donc ça a fait sauter mon chômage. Ah, vraiment dommage, hein, parce que normalement, ça a strictement aucun rapport, mais ouais. Alors oui, vraiment dommage, oui et non. Ouais. Sur le moment, autant te dire que j'étais en larmes, clairement, tu vois. Bah, J'étais t'as en fait mode, tout le c'était la truc. fin de mon monde. Bah, tu t'imagines C'est les ça. remontées, les montagnes Ouais, russes? c'est ça. Ouais. En plus, je me dis, je me suis battue. J'ai payé mon avocate du droit du travail. J'ai obtenu ma rupture conventionnelle. Je pensais pouvoir avoir mon chômage. Et là, j'étais du coup vraiment à l'aise parce qu'entre mon chômage et mes appartements, j'avais plus qu'avant. Et donc, du coup, j'étais un peu dans une zone de confort. Et en fait, je me rappelle, donc à ce moment-là, j'étais déjà en couple avec mon compagnon. Je venais me mettre avec lui. Et donc, j'arrive dans son bureau, enfin, en train de télétravailler tous les deux à l'appartement. Et donc, je lui dis, mon chômage, il va sauter. C'est la fin du monde. Enfin, grosso modo. Et en fait, il a eu une remarque que j'ai pas appréciée sur le moment, mais aujourd'hui, j'apprécie beaucoup. En gros, il m'a dit, écoute Camille, tu savais très bien qu'un jour, il allait partir, ce chômage, et tu savais que tu allais devoir remplacer cet argent. Bah, en fait, ça arrive juste beaucoup plus tôt que prévu. Donc, tu vas devoir trouver des solutions beaucoup plus tôt que prévu. Et sur le moment, tu vois, je savais que ce qu'il me disait, c'était vrai, mais juste, j'avais pas envie de l'entendre. Et en fait, je pense que si mon chômage, enfin, le fait que j'ai réussi à monter ma société aussi facilement, enfin, pas facilement, rapidement, que je me sois démenée, que j'ai tout fait pour lancer mes programmes, pour accompagner des femmes, pour essayer de monétiser mes propres compétences. Si je l'ai fait aussi vite, c'est parce que j'avais un peu, entre guillemets, un peu le couteau sous la gorge. Je l'aurais pas eu, bah, j'aurais peut-être pris mon temps. Et puis peut-être que je me serais laissée avoir par, tu vois, la peur de l'imposteur. Bah non, je vais pas me lancer, je suis pas compétente, etc. Là, en fait, j'avais pas le choix, il fallait y aller. Donc, l'un dans l'autre, maintenant, je le vois un peu comme une bénédiction.
C'est bien, t'aimes la vie dure, là. En ce moment, tu crées d'autres problèmes ou Non, j'ai arrêté. non, t'as arrêté? Donc là, tu te retrouves. Dommage hein, pour ça. Alors, effectivement, je pense qu'il faut faire très attention. Tu sais, c'est un peu comme avec les banques, enfin, comme avec plein de gens, en fait. Les interlocuteurs qu'on a, surtout ceux qui ont du pouvoir sur vous, il y en a plein qui ne comprennent pas trop. Je pense qu'il vaut mieux éviter de tout dire, Pôle emploi, tout ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma stratégie. Quitte à demander à d'autres personnes en fait, qui n'ont pas de pouvoir sur vous, je pense que c'est mieux. Ok, donc là, tu te retrouves, tu te dis, bon, ok, j'ai plus de taf. Et comment t'en es arrivé? Alors, je crois que tu as commencé par accompagner alors principalement des femmes avec ton compte Instagram, c'est ça? Comment... Alors, même pas. En fait, au début, ce que j'ai fait, donc moi, j'ai commencé, donc j'ai quitté mon job le 1er avril 2021 et j'ai commencé la location de mes appartes en juin. Donc, en fait, très rapidement, pendant l'été, je m'occupais encore un petit peu des messages aux voyageurs, mais j'avais déjà délégué une grosse partie, donc j'avais plus grand-chose à faire de mes journées. Et ça me manquait, tu vois, j'avais envie de reprendre une activité, mais je savais pas quoi faire de ma vie. Donc, je me suis dit, bah, je vais tester plein de trucs. Donc, je me suis mis à faire des trucs complètement différents. J'ai fait de la figuration dans un film, j'ai donné des cours de français à des étrangers en ligne, j'ai fait des enquêtes de sondage. Tu sais, on t'envoie un shampoing, tu le testes, faut que tu remplisses un papier. J'ai fait plein de trucs différents. J'ai monté un site internet sur un investissement, enfin sur un truc financier. En fait, j'avais envie un petit peu de toucher à tout pour voir ce qui me plaisait, pour voir ce qui me donnait envie de me réveiller le matin. Et puis, de fil en aiguille, je me rappelle, j'étais avec un déjeuner avec deux copains, je leur parlais de mon investissement immobilier. Et au-delà de ça, j'allais souvent à des dîners avec des potes ou à des apéros. Et il y avait plein de femmes de mon entourage, des potes ou des amis d'amis qui venaient me voir et qui me disaient: «Mais c'est toi qui investis toute seule et tout. Mais comment t'as fait? Mais j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien que tu m'expliques un jour.» Et en fait, je me suis rendu compte que bah, il y avait plein de gens qui étaient intéressés par ça dans mon cercle proche. Et il y en avait probablement plein que je ne connaissais pas qui étaient intéressés. Et donc, mes deux amis, lors de mon déjeuner, m'ont dit: «Bah, pourquoi tu crées pas un compte Instagram ou un compte, je sais plus, un compte LinkedIn ou YouTube pour en parler.» Et cet après-midi-là, je me suis dit: «Bah, ouais, pourquoi pas? En vrai, j'ai que ça à faire. Ça marche pas, je le fermerai.» Et puis voilà. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé, fin 2021, début 2022, le compte Instagram Elle Investit, pour parler de mon parcours en tant qu'investisseuse, en tant que femme seule dans l'immobilier et plus largement dans l'entrepreneuriat. Donc au début, je monétisais rien du tout, c'était vraiment pour parler de mon projet IMO. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai pas mal de personnes qui se sont abonnées. Le compte a plutôt bien marché, sans exploser, mais juste il a grossi convenablement. Et en fait, j'ai pas mal de femmes qui sont venues me voir et qui m'ont dit: «Bah, j'ai confiance en toi, j'aimerais bien me lancer. Est-ce que tu pourrais m'accompagner? Est-ce que tu proposes quelque chose?» Et donc de là, je me suis dit: «Bah, il y a une demande, je vais créer une formation.» Et c'est comme ça que j'ai lancé mon premier programme que j'ai monétisé à peine un an après avoir, un peu plus d'un an, pardon, après avoir quitté mon job. Quand tu l'as monétisé, tu avais combien de personnes sur ton Insta? J'avais un peu moins de 1000 personnes, 900 et quelques. Donc 900 personnes, tu faisais... là, si tu devais relancer un compte Insta de zéro, là, Oui. tu ferais quoi? Par exemple, je suis dans le même cas que toi, j'ai une expertise sur quelque chose, ça peut être, je sais pas moi, la vente de montres. Ça m'intéresse beaucoup. Ok, je crée mon compte Insta. Qu'est-ce que je devrais faire pour que ça marche là? Ouais, moi je pense que ce que je savais pas à l'époque et ce que je ferais aujourd'hui, c'est de créer un petit lead magnet, un petit cadeau, un petit bonus gratuit, par exemple un truc avec lequel tu es confortable, un e-book dans lequel tu recenses un petit peu ton expertise. Alors tu mets pas tout bien entendu, ou bien une courte vidéo, une petite masterclass, en gros quelque chose de gratuit pour permettre aux gens de comprendre qui tu es, quelle est ta pédagogie et qu'est-ce que tu as à leur apprendre. Et avec ça, bah, tu te constitues une liste mail, et une liste mail c'est sacré aujourd'hui, et donc tu peux par la suite lancer des programmes payants que tu véhiculeras à ces gens qui ont été intéressés par ton premier petit bonus gratuit. Moi, c'est ce que je ferai aujourd'hui. Pour- Et du coup, si je fais ça, je dois poster tous les combien, par exemple, sur Insta pour que ça marche? Franchement, il y a plein de théories sur le sujet. Moi, la seule théorie que je respecte, c'est mon propre rythme. J'ai jamais voulu poster plus de 2 fois par semaine. Si je postais 2 fois par jour, mon compte exploserait probablement, mais j'ai pas envie de ça. J'ai envie de garder un bon équilibre entre pouvoir vivre de mon activité et respecter mon rythme personnel. J'ai pas quitté le conseil pour me remettre dans un job où je suis ma propre esclave. Donc, j'essaie vraiment de garder un bon équilibre entre les deux. Ta vie, elle ressemble à quoi aujourd'hui? Ma vie, elle ressemble à quoi? Bah, comme tu le disais au tout début, donc on a quitté Paris il y a 10 mois avec mon compagnon et on s'est installé à la campagne. On a trouvé complètement par hasard, parce qu'on ne cherchait pas du tout à acheter une maison. On a trouvé la maison de nos rêves sur le site Demeure Atypique, je crois que c'est ça, non? Demeure Espace atypique? Atypique, Espace Atypique. Ah, je connais pas. En gros, c'est Ok. moi j'adore Ok. traîner sur les sites d'agence IMO. C'est un site, bah, comme son nom l'indique, qui recense plein d'espaces complètement atypiques, des moulins, des vieux presbytères, etc. T'as acheté une usine. Alors, un peu plus simple, on a acheté une maison de meunier, tout simplement, qui doit avoir Ok. 200 ans, qui a été complètement retapée par les anciens propriétaires, avec un beau jardin, une piscine, enfin voilà. La maison ancienne, mais avec une belle rénovation intérieure. Et donc aujourd'hui, ma vie, bah, je travaille de chez moi principalement.
Je fais pas mal de déplacements à Paris. Ça m'arrive aussi de partir à l'étranger. Là, je reviens d'un voyage au Japon pour le business avec les sacs. Mais je travaille principalement de chez moi. J'ai gardé un rythme assez... moi, j'ai besoin d'être assez cadrée. Je suis pas le genre d'entrepreneur qui se dit j'ai pas de réveil le matin, puis je vois quand j'ai envie de bosser. Ça marche très bien pour certains, pas pour moi. Donc, je continue de me lever à 7 heures. Je me mets au travail à 9 heures et j'essaie de terminer vers 16-17 heures maximum parce que je suis plutôt du matin et pas du soir. Voilà, j'essaie de travailler du lundi au vendredi, mais je m'accorde aussi des jours off ou des après-midi off de temps en temps. Donc voilà, en gros, mon objectif aujourd'hui, c'est de réussir à vivre de mon activité, mais surtout respecter mes besoins et mon équilibre personnel. Et mon équilibre personnel, c'est que je ne veux pas bosser les week-ends, je veux pas bosser jusqu'à 22 heures, je veux pouvoir aller faire ma promenade entre 15 heures et 16 heures parce qu'il fait beau et qu'il y a des papillons dans les champs. En gros, je veux vraiment faire passer mes besoins personnels avant le besoin de mon business, tant que mon business fonctionne bien, bien sûr. Comment tu gères ton stress? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai jamais réfléchi parce que je ne le gère pas spécialement. Non, c'est une très bonne question. Je pense qu'en tout cas, j'ai vraiment été confrontée à tous mes démons, entre guillemets, quand je me suis lancée dans l'investissement, l'entrepreneuriat, parce que tu es vraiment face à toi-même et au pire truc. Le stress aujourd'hui, déjà, en fait, je me rends compte que c'est très cyclique chez moi. Donc, je vais avoir des périodes très stressantes et des périodes où tout va bien. Donc, je pense que contrairement à avant, j'ai appris à surfer sur la vague. En gros, je sais très bien que ça va finir par partir. Je sais qu'il n'y a pas de solution miracle. Et je sais surtout qu'il faut que j'arrive à me calmer, à vivre avec. Moi, je sais que ce qui m'aide beaucoup, c'est de me reconnecter au moment présent, d'aller marcher. Par exemple, la nature, ça m'apaise beaucoup. C'est aussi pour ça que je voulais partir à la campagne. Franchement, je suis stressée. J'arrête de m'acharner sur mon fichier, ma compta ou autre. Je vais faire mon ordinateur, je vais faire un tour dehors et je reviens 30 minutes plus tard, les idées au clair. Et ça m'a beaucoup aidé. Parce que là, aujourd'hui, indirectement, bon, il y a ton compagnon, mais tu n'as plus de filet de sécurité. C'est-à-dire tes Non. appartes, ils sont Oui. vendus. Ta retraite, elle n'est plus là, indirectement. Un peu de retraite est là. Oui, je me verse une rémunération tous les mois, donc je cotise. Alors, Mais bon, tu te verses une rémunération tous Oui. les mois. Ce que je veux dire, c'est que ta rémunération dépend de ton travail. oui, complètement. Du coup, je présume qu'il y a des moments, et vu que tu vends, alors il y a deux activités principales. Donc, je pense que les sacs, t'en fais aussi une activité. Tu gagnes combien, toi, tous les mois à peu près avec les sacs? Alors moi, j'en fais un side business, donc mon objectif, c'est de gagner environ 5 000 euros par an. 5 000 euros par an, donc 500, on va dire 500 euros par Oui, mois, c'est quoi, ça. 400 euros par mois. Donc, tu as ça. Et de l'autre côté, il faut quand même que chaque mois, indirectement, tu re-remplisses tes trainings C'est ça. pour pouvoir te payer tes 3 000 euros par mois. Donc, 10-15 000 euros facturés, quoi. Oui. Donc, c'est combien une place dans ton training? Je sais pas si tu le dis. Alors, j'ai pas de place, je vais pas prendre 2000 personnes d'un coup, mais souvent, je prends 100-150 places en une fois. Et je fais 2 lancements par an, un en Voilà. septembre et un régulièrement en février. Donc ça, c'est peut-être une façon aussi de gérer son stress. C'est-à-dire que tu as 2 lancements, je sais pas, parce que du coup, tu as de l'argent. Pendant au moins une partie de l'année, tu as déjà de En l'argent. réalité, déjà, j'ai un matelas de sécurité, j'investis Ok. en bourse, en crypto, etc. Donc, je sais que j'ai déjà... En fait, mon entreprise, c'est une partie de mon revenu. Si demain, j'avais plus... J'ai déjà pensé à Ouais, ce cas de figure, j'y pense à peu près 2 fois tous les mois. ouais, voilà. Si demain, tout s'arrête, Tous les qu'est-ce que jours. je fais? Non, En réalité, j'ai mon matelas de sécurité pour vivre, j'en sais rien, 3 ans, quelque chose. En fait, j'ai un matelas de sécurité qui fait que je sais très bien que j'aurai une nouvelle idée pendant ce laps de temps. Tu vois, je dois avoir 36 mois de sécurité, quelque chose comme ça. Donc, je sais très bien que quoi qu'il arrive, je trouverai une idée à ce moment-là. Donc, il y a ça. Et il y a aussi quelque chose que j'avais pas au moment où j'étais salariée. Aujourd'hui, j'ai la conviction que je suis capable de générer de l'argent et que je trouverai une idée pour refaire de l'argent quoi qu'il arrive. Si tout devait s'arrêter aujourd'hui, et tu sais, j'ai déjà pensé à un truc que je trouvais assez jubilatoire, c'était de fermer ma boîte et de donner tout ce qu'il y avait sur ma boîte à une association et de me dire je repars de zéro. Et on voit ce que ça donne. Parce Ok. qu'en vrai, je suis sûre qu'aujourd'hui, avec l'état d'esprit que j'ai, les connaissances que j'ai, que ce soit les connaissances techniques ou les connaissances, le réseau, je serais capable de remonter un truc bien plus rapidement que ce que j'ai fait il y a 3 ans. Alors ça, c'est un truc qui est assez vrai. Mais par contre, pour franchir cette étape-là, tu vois, c'est un peu la confiance en la vie. Alors, ça dépend comment on Oui, l'appelle. aussi. Tu vois, j'ai discuté avec une de mes sœurs l'autre jour et je lui disais, tiens, je sais pas ce que je vais faire demain et tout. Elle m'a dit, écoute, Victor, t'as toujours le même problème qu'avant. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as écrit dans ton bouquin. Dans ton bouquin, tu étais là avec tes sœurs, elles étaient fantastiques, que toi, tu n'étais pas forcément bon, alors que en fait, personne ne croyait ça autour de toi. Et elle m'a dit, c'est dans ton storytelling, mais en vrai, elle m'a dit, mais je pense que tu en es convaincu, mais c'est pas ça le problème. Et elle m'a dit, Victor, mais toi, quoi qu'il arrive, tu feras des trucs, ça marchera, etc. Mais ce qui est assez particulier, je pense qu'on se ressemble, enfin, c'est ce que je sens de toi, il faut quand même se rappeler de ça. C'est-à-dire que dans le quotidien, bah voilà, tu fais ton lancement, je sais pas, tu fais tes publications sur Insta, il y en a certaines qui marchent, il y en a certaines qui marchent pas. Tu as peut-être moins de personnes qui te contactent pour les sacs. Et à un moment, tu te dis, bah attends, j'ai quand même mon lancement, j'ai envie de faire rentrer, je sais pas, 100 personnes. Et là, tu te dis, bah zut, j'en ai 10, quoi, ou ça marche pas.
Et du coup, tu retombes dans ce doute-là où tu te dis, mais en fait, merde, je vais pas vendre, je vais pas avoir de la thune, je vais pas pouvoir me payer. Si je peux pas me payer, ok, je peux m'en sortir avec pas grand-chose. Peut-être que j'ai un peu de cash de côté, mais même ayant du cash de côté, tu te dis, ah ouais, c'est quand même un peu la merde. Donc, il faut quand même revenir dans ce mindset-là. Et comment tu fais pour, quand ton mindset commence à sombrer, pour revenir en te disant, en fait, non, c'est bon, je suis powerful, ça va le faire, etc. C'est une trop bonne question parce que moi, ça fonctionne vraiment par vague et maintenant, je sais même quand dans l'année, je vais être en phase de down, tu vois, et quand Ok. je vais être en phase de up. Donc, j'essaie de surfer sur ces moments-là. En fait, là, je commence à avoir 3 ans de recul sur la monétisation de mes produits. Et s'il y a des lancements qui marchent moins bien, et il y en a qui marchent moins bien que mes attentes, je sais très bien qu'en fait, il y aura d'autres moments où ça va mieux marcher parce que euh, en fait, au début, quand j'ai commencé à monétiser ce que je faisais, je me disais toujours: «Ouais, mais là, j'ai eu de la chance. Ouais, mais là, ça a marché, mais j'ai eu de la chance. Ça va pas être comme ça tout le temps». Là, ça commence à faire 3 ans. J'ai fait je sais pas combien de lancements, parce qu'à l'époque, j'en faisais plus que maintenant. Et maintenant, je sais que c'est pas de la chance. C'est peut-être que j'ai pas activé les bons leviers. Peut-être que j'ai pas fait je fais des pubs depuis quelque temps. Peut-être qu'on s'est pas adressé au bon public. Peut-être que la masterclass que j'ai lancée, elle était trop longue ou bien trop courte. Ou bien peut-être que j'ai pas répondu aux objections. Donc en fait, à chaque fois, je me dis: «Ça a pas marché cette fois-ci, c'est parce qu'on n'a pas actionné les bons leviers». Donc je vais me mettre un peu dans mon esprit de où je vais joueuse, où je vais me dire: «OK, bon, on va aller chercher la solution. On va appuyer sur ce bouton, puis on va appuyer sur celui-ci, puis on verra la prochaine fois. Et si ça marche pas, on appuiera sur celui-là». En fait, tu vois, j'essaie aussi de voir le business comme un jeu. Si tu m'avais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit: «Ah, mais jouer avec son argent, mais impossible». Et aujourd'hui, je me dis: plus je vais m'amuser, plus je vais trouver ça excitant, plus je vais me réveiller le matin en me disant: «J'ai envie de tester une nouvelle stratégie», même si ça marche pas, et plus je vais être dans cette énergie-là et mieux ça va fonctionner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dès que j'ai un truc, dès que je suis un peu dans un down ou autre, les deux choses que je fais déjà, la première chose, c'est me rappeler pour qui je le fais et ce que ça leur rapporte. En gros, je pense à mes clientes et je me gonfle de gratitude. Tu vois, j'ai une petite boîte que j'appelle boîte au trésor sur mon Google Drive et je mets tous les screenshots de tout ce qu'elles ont accompli, leur changement de vie. Il y en a qui ont réussi à investir dans l'IMO grâce à ça, et il y en a qui ont pu quitter leur job, il y en a qui ont monté leur dépôt-vente. Enfin, et en fait, je relis tout ça et je me dis, mais c'est trop beau en fait ce qu'on a créé tout ensemble. Donc déjà ça me fait remonter. Et l'autre truc que je fais, c'est que j'essaie de voir mon business comme un jeu. Et je me dis, on peut pas gagner à chaque fois, mais l'objectif, c'est de s'améliorer partie après partie. Alors il y a le business comme un jeu, il y a la vie comme un jeu aussi. De se dire que chaque journée, vraiment, il y a un jeu. Mon père arrête pas de me dire. Voilà ce que ma copine me dit en ce moment. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnes que tu as aidé à changer, alors ça me rappelle quand j'avais fait une boîte de reconversion, et toi, indirectement, c'est pas très loin de ça. En fait, quand tu te rends compte, moi j'oublie à chaque fois, parce que tu vois, quand tu aides des personnes, tu te dis, bon, finalement, elle a acheté un sac, ou je sais pas quoi, on a acheté 2-3, elle a gagné 500 balles ou 1000 balles, ou 4000 euros, on va en parler. Mais tu te dis, bon, voilà, tu vois. Alors qu'en réalité, en fait, ça change énormément de choses chez les gens, et en fait, on se rend pas compte de là où ça les emmène, effectivement, comme ce que tu dis. Il y en a certaines, elles vont se dire, ok, elles font les sacs, mais en fait, c'est pas très loin de l'IMO, du coup, elles passent à l'IMO, ou elles créent leur boîte, etc. Donc, tu changes vraiment les vies des gens. Et ça m'avait vraiment marqué sur une boîte de reconversion que j'avais effectuée, où on prenait des gens qui étaient au Pôle emploi, on leur trouvait des tafs, et d'ailleurs, c'est toujours une autre boîte que j'ai. Et effectivement, ça change leur vie, en fait. Et ils passent par, et toi c'est pareil, je pense qu'elles passent par le challenge, peut-être qu'elles ont des nouvelles amies, peut-être qu'elles avancent, peut-être qu'elles pensent différemment, et ça a un véritable impact. Aujourd'hui, c'est principalement les sacs. Alors ce que tu fais, comment elle s'appelle ton training, c'est Ma formation Start en Chair. Start en Chair. Ouais. Tu m'as dit celle qui a gagné le plus d'argent en... Alors, en date, j'ai l'exemple d'Alexia qui a gagné à peu près 4 500 €, 4 458 si je me rappelle bien, avec un seul sac. En quelques semaines, c'était un sac Kelly de chez Hermès qu'elle avait acheté à peu près 5 000 €. Donc, elle a quasiment doublé sa mise. Elle a vendu un peu moins de 10 000. Comment je fais? Alors moi, je pense, comment je fais là? J'ai envie de gagner. Je me dis, ok, les sacs, pourquoi pas? Je me dis, ok, là, t'en as ramené un d'ailleurs. Pour ceux qui ont l'occasion de voir sur YouTube, vous pouvez aller voir. Je te demande si tu pouvais ramener un sac. Ouais, t'en as ramené un? T'en as ramené deux? Un que je veux revendre très rapidement et un autre qui est plus un investissement long terme, que je veux un peu garder pour moi. D'ailleurs, on va pouvoir du coup parler des deux cas. Oui. Moi, demain, là, donc je rejoins ton programme. Oui. J'y connais rien. J'ai acheté peut-être 2 sacs Chanel dans ma vie, mais 9, tu vois. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, complètement. Déjà, la première chose à faire quand tu veux investir... Alors, moi, je forme sur l'investissement dans les sacs, mais pas que, les articles de luxe de manière générale. Donc, par exemple, Carrière Hermès, les montres, plutôt les montres féminines, tu vois, les premières de Chanel, ce genre de choses, les chaussures, etc. Les bijoux, beaucoup de bijoux fantasy. La première chose à savoir, ça va déjà être d'identifier les marques, parce qu'elles sont pas très nombreuses, qui vont pouvoir te rapporter de l'argent. En réalité, il y a très peu de marques de luxe sur lesquelles tu vas faire une vraie plus-value. Moi, j'en ai identifié 3. Alors, c'est pas les seules, mais qui sont les principales. Dior, Chanel
Chanel, Hermès. Ces trois-là, si tu investis dans des sacs ou des articles de ces marques, tu as peu de chances de faire des erreurs parce que ce sont des marques iconiques, internationalement connues et désirées. Et ce sont des marques dont la valeur du neuf ne cesse d'augmenter. Et la valeur de la seconde main a tendance à suivre la valeur du neuf. Donc déjà, il va falloir identifier les marques qui se vendent bien, les modèles qui se vendent bien. Donc de la même manière, tu vas aller choisir des choses iconiques, intemporelles, dans des coloris qui plaisent au plus grand nombre. Parce que plus tu vas te positionner sur un sac qui plaît à une grande partie de la population, plus rapidement tu vas pouvoir le revendre et plus rapidement tu vas pouvoir du coup encaisser ton bénéfice. Comment je sais, par exemple, qu'un sac est iconique Ouais. Et bah, il faut se former par rapport à ça. Ça, par exemple, tu vois, c'est c'est le modèle le plus connu de chez Dior. Ça s'appelle le Lady Dior. Voilà, c'est cette forme carrée avec le canage, etc. Il existe dans plein de formats, dans plein de couleurs, dans plein de matières. Ça, c'est un iconique. Iconique, et la couleur, pourquoi tu as choisi cette couleur-là? Alors, encore une fois, c'est un investissement personnel parce que j'adore cette couleur. Moi, j'aime bien les trucs un peu bling-bling. Tu vois, ça va bien avec ma veste. Non, parce que j'ai eu un coup de cœur pour ce sac-là. Quoi qu'il en soit, même si, tu vois, ce genre de couleur-là, je ne la recommande pas forcément quand on débute dans l'investissement. Ça reste de l'argenté, c'est pas le truc le plus facile à entretenir. Oui, pour ceux qui nous écoutent, donc le modèle, c'est Donc, c'est un Lady Dior, le petit format argenté. Voilà, argenté. Vraiment bien pétant. Bien argenté. Ouais. Et tu vois, ce sac-là, malgré tout, ça reste un iconique. Et, je pense qu'ils sont là-bas. Attendez, ceux qui nous regardent sur YouTube, je vous montre un peu. Donc, je pense qu'il y a tes affaires dedans, là. Oui. Donc, on peut, hop, comme ça, tout le monde peut voir ça. Ceux Exactement. qui, hop, avec le petit charme de Dior, voilà. Oui, parce que indirectement, je t'avais demandé en off si tu avais des sacs, je crois que c'était Yves Saint Laurent. Qu'est-ce que j'avais demandé? J'avais demandé Ouais. Yves Saint Laurent. Ouais, non, je fais pas Yves Saint Laurent. Et voilà, et Non. c'est ça, du coup, la justification que tu as aujourd'hui. Tu me dis, OK, non, il y a des marques avec lesquelles, en tout cas, toi, tu es à l'aise aujourd'hui de faire ça. Oui. Ça marche mieux que d'autres. En fait, avec, par exemple, Louis Vuitton. Louis Oui. Vuitton, c'est une marque que j'aime à titre personnel parce que notamment, j'ai grandi dans une ville où il y a un atelier. Donc, c'est une marque à laquelle je suis liée. Mais Louis Vuitton, pour investir, non. Parce qu'en fait, Louis Vuitton a tellement surproduit qu'il y a énormément de sacs sur le marché. Donc, le jour où toi, tu vas vouloir le revendre, tu vas être face à une armée d'acheteuses qui vont négocier à tout va. Donc, en fait, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de plus-value. Sauf quelques rares cas de figure. Et certaines de mes élèves ont fait très belle plus-value sur Louis Vuitton. Mais de manière générale, c'est pas une marque sur laquelle on investit. Yves Saint Laurent, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup de plus-value à faire sur cette marque-là. D'autant plus, tu sais, je sais pas si tu es au courant, mais ils avaient augmenté leur prix juste après le Covid et ils l'avaient publiquement baissé. Ouais. Donc, une marque de luxe qui publiquement baisse ses prix, ça envoie un très mauvais message. Il y a un enjeu en ce moment avec Chanel quand même, parce que en fait Chanel, donc j'ai pas mal de potes, j'ai beaucoup de potes qui pochent chez Chanel du coup, et en fait à un moment le client que Chanel visait, c'est quand même quelqu'un qui était en capacité de dépenser 120 000 euros, entre 120 000 et 150 000 euros par an chez Chanel, donc c'est pas votre salaire, c'est ta capacité de dépenser. Et là, ces derniers temps, donc je pense que ça fait 6 mois, 1 an, ils sont en train de se dire, zut, on a peut-être poussé le truc un peu loin, parce que les premiers sacs Chanel, c'en est un que j'ai acheté d'ailleurs, c'est du 5 000, 5 600 euros, le premier sac, petit format, qui est pas le sac, le classique, qui sera même à 10 000 euros, quoi. Et là, en gros, ils se sont dit, on a peut-être un petit problème, c'est qu'on n'a plus de sacs d'entrée de gamme. Et là, aujourd'hui, ils refont des sacs entrée de gamme plutôt dans les 3 000 euros aujourd'hui. Quel est ton point de vue là-dessus? Parce qu'ils sont quand même dit... En fait, le problème chez Chanel, post-Covid, ils ont augmenté leur prix sous couvert de l'inflation. Vous comprenez, l'augmentation des matières premières, ce qui est vrai, mais pas au point de leur augmentation. Ils sont passés de 8 300, je crois que c'était en 2021-2022, à 10 300 en l'espace d'une année. Enfin, ils ont fait plus de... Enfin, ça ne s'était jamais vu. Et donc, en fait, on a commencé à avoir de la grogne parmi les clients de chez Chanel. À la fois ceux qui rêvaient de consommer Chanel depuis des années, qui avaient épargné depuis parfois plusieurs années, qui se rendaient compte que ce n'était plus accessible, mais aussi leurs clients habituels qui avaient toujours les moyens, mais qui simplement se disaient je ne peux pas accepter une telle augmentation. Enfin, il n'y a pas de justification derrière. Et la qualité, ça dépend sur quoi, mais attention. Et en fait, la qualité, en tout cas, moi, c'est ce que je vois aujourd'hui parce que j'ai manipulé beaucoup de Chanel de vintage. Donc, quand je dis vintage, c'est plus de 20 ans. Et en gros, tous les Chanel avant 2008 sont de bien meilleure qualité que les Chanel actuels, sachant que la forme n'a pas bougé, c'est toujours la même. Moi, si je dois m'acheter un Timeless ou un 255 de chez Chanel, jamais je ne l'achète neuf. Et c'est pas pour le prix, c'est pour la qualité. Avant, les sacs Chanel, par exemple, toutes les dorures, notamment le fermoir, bon là, il n'a pas sur celui-ci, il était en plaqué or. Aujourd'hui, il est plus que doré à l'or fin. Donc ta plaque d'or, ta couche d'or, elle est largement plus fine que ce qu'il y avait avant. C'est quoi la différence? Je me rappelle plus en termes de microns, mais je veux pas dire de bêtises. Plaqué or, c'est 3 microns. Et doré à l'or fin, je crois que c'est 0,1, quelque chose comme ça. Ah, donc là, ils mettent, en fait, ils ont à la main, ils mettent un petit couche ils mettent beaucoup moins d'or que ce qu'ils mettaient il y a 20 ans en arrière. Donc, ce qui fait que ta dorure, elle va moins tenir dans le temps. Ton cuir, là, tu vois, c'est un cuir d'agneau ultra doux. Aujourd'hui, il n'y a plus de cuir d'agneau aussi doux que ça. Le cuir n'est plus de la même qualité. Pourtant, les prix ont augmenté. Alors, tu vois, ce qu'on m'a dit quand on achète des sacs Chanel, là, on est sur un cuir. Alors, après, je ne connais pas bien les termes.
Il y a des cuirs qui sont un petit peu pas plissés, mais ils ont des petites, caviar. ils ont des petites rayures. Ok. Je sais plus comment ça s'appelle. En fait, parce que là, c'est un cuir qui est Un cuir lisse. un cuir lisse. Le Oui. problème des cuirs lisses, c'est que ça s'abîme plus. Ça s'abîme très vite, oui. Ouais. Et les autres cuirs où en fait, ils sont un peu Ils sont grainés. peut-être grainés. Voilà, Ouais, ça doit être oui, grainé. c'est le cuir caviar, oui. Voilà, et grainé, en fait, grainé, tu l'achètes, bon, Ça parce s'abîme qu'il y a pas. la vie d'un sac. Oui. En réalité, quand tu vis Oui. avec, bon, bah, ça prend des petits chocs, Oui. hein, malgré toi. Et peut-être, bon, bah, moi, j'ai acheté un cuir comme ça, mais l'autre cuir, finalement, garde mieux. Donc, toi, ton enjeu aujourd'hui, donc effectivement, il y a des sujets sur Chanel. J'ai le même sujet, c'est qu'à un moment, tu vois, je crée plusieurs véhicules d'investissement dans les cryptos, dans l'IMO, etc. Et j'avais rencontré un gars, d'ailleurs, qui a vendu sa boîte, bravo Kevin. Et lui, il faisait beaucoup de montres. Et je me suis dit, alors c'est marrant, on en parlait juste avant, les montres un peu, c'est un peu le truc des mecs, les montres ils achètent, ils revendent des montres, et le truc des femmes c'est plutôt les sacs. Donc, je pense que bon, bah, ça paraît assez logique en fait, c'est un peu le bijou des mecs, ça reste les montres. Et il m'a dit, viens, on fait un véhicule d'investissement, moi je fais du 20%, même du 30% par an avec mes montres. Il y avait Rolex qui augmentait, toutes les montres, etc. Et c'était il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, je lui ai dit, écoute, je vais pas le faire. Il y a plein de gens qui étaient intéressés. J'ai plus de 500 personnes qui voulaient mettre 10 000 euros pour qu'on fasse le truc. Et je me suis dit, mais en fait, ça va se péter la gueule. Et je me suis dit, je vais pas me lancer là-dedans parce que je vais acheter des montres, je vais les stocker, il va y avoir une crise, ça va chuter de 20%. Et après, je vais me retrouver avec un stock qui marche pas. Et indirectement, ça s'est un petit peu passé sur les montres. Il y a quand même une grosse chute sur les montres. Est-ce que tu vois la même chose sur les sacs ou pas encore? Non, pas du tout. Et surtout pas sur les sacs de seconde main. Moi, je recommande jamais d'acheter des sacs neufs pour investir parce que quand tu sors de boutique, bah, en fait, ton sac, il perd énormément de sa valeur. Donc, il va te falloir des années avant de pouvoir le revendre au même prix et encore plus pour le revendre plus cher. Sauf rares modèles, Kelly et Birkin de chez Hermès, que tu ne peux obtenir qu'en étant sur liste d'attente. Donc là, si tu en obtiens un, tu peux en effet le revendre, sauf que tu vas te faire blacklister par Hermès. Donc, tu pourras pas en acheter d'autres. Bref. Donc, moi, je recommande vraiment d'acheter de la seconde main et si possible vintage, donc plus de 20 ans, en très mauvais état comme ce sac-là. C'est pour ça que je l'ai eu vraiment pas cher. De le faire rénover pour lui redonner de la valeur et de le revendre en générant une plus-value. Ça, tu l'as acheté combien? Lui, je l'ai acheté lors d'un voyage au Japon parce que je suis allée au Japon pour sourcer des sacs de luxe, puisqu'apparemment c'est l'Eldorado pour trouver du luxe pas cher. T'en as fait une vidéo sur YouTube. Et j'en ai fait toute une série sur YouTube. Et lui, je l'ai payé, si je me rappelle bien, 607 euros ou 616, je sais plus trop, 607 euros, quelque chose comme ça. 607 euros. 607 euros, ouais. Là, alors quand je le regarde, il faut que tu le remettes dans quel état pour que ça se revende? Ouais. Alors, je le remettrai jamais en état neuf, déjà, parce que c'est pas possible. Et puis surtout, c'est un vintage, donc il faut quand même qu'il garde un peu sa patine. Par contre, ce que je vais faire sur ce sac, c'est que je vais complètement le nettoyer et l'hydrater, parce que je sais pas si les gens pourront voir sur la vidéo, mais le sac, il est noir initialement, et là, il est devenu un petit peu gris. Un petit peu vert même, non? Un petit peu vert, ouais. C'est le cuir Chanel, quand il vieillit, devient gris-vert un petit peu. Donc voilà, donc je pense qu'il va y avoir une bonne hydratation à faire. Par contre, à l'intérieur, il est quand même nickel. En fait, le cuir à l'intérieur fait... ok. C'est du cuir vintage, donc ça vieillit bien. Et ce sac-là, une fois rénové, tu vois, je vais pouvoir le revendre aux alentours de 2000 euros. Donc 2000 euros pour le vendre, comment t'as fait? T'es allé voir, tu revends tes sacs où d'habitude? Alors, la plupart du temps, je les revends sur des canaux de seconde main, donc très classiques, donc Vinted, Vestiaire Co. Parfois, je les remets en vente aux enchères. J'achète beaucoup aux enchères, mais je revends aussi parfois aux enchères. Celui-là, je vais le vendre en direct sur Vinted ou Vestiaire Co, je pense. Ok, donc t'as regardé à combien il se vend neuf? C'est ça, je fais une étude de marché en fait, pas neuf, il n'existe plus. Ouais, d'occasion, ouais. Mais en fait, je regarde le prix des modèles vendus sur Internet, donc je fais un benchmark. Et aussi, j'ai créé il y a 1 an, on a créé ça avec mon compagnon, on a créé un site qui s'appelle Iconic Vault et qui te permet en fait d'obtenir le prix de ton sac de luxe en temps réel. Donc en fait, c'est basé sur les différents prix des sacs vendus au cours des 3 derniers mois et ça te donne une moyenne de revente du sac. Comment tu sais, est-ce que tu es devenue experte pour rénover les sacs? Comment tu sais que ce sac, tu peux le récupérer en fait? Tu peux le rénover là? Déjà, moi, ça fait plus de 5 ans que je fais ça, donc je commence à savoir ce qui se rénove et ce que je peux rénover. Il faut aussi savoir que moi, je me suis beaucoup formée auprès de maroquiniers spécialistes dans le luxe. D'ailleurs, au sein de ma formation, on a une maroquinière spécialiste du luxe qui est partenaire et qui organise des ateliers réno, donc j'y vais très souvent. Donc au bout d'un moment, je finis par savoir quel produit utiliser, ce que je suis capable de faire, etc. Et puis, c'est vraiment l'expérience et... c'est vraiment l'expérience. Et c'est du coup aussi ce que je délivre dans ma formation Start Angers, parce que moi, quand j'ai commencé, je ne savais pas ce qui était réparable. Donc maintenant, on a vraiment synthétisé tout ça pour en faire quelque chose qu'on peut apprendre et pour que les gens sachent exactement ce qui est réparable et ce qui ne l'est pas. Là, par exemple, sur celui-là, là, je vois que c'est un peu esquinté. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est rien. Ça, donc, franchement, tu mets de la pâte à cuire pour combler un petit peu. Après, tu remets une teinture et puis tu hydrates. C'est quoi la pâte à cuire? La pâte à cuire, c'est une sorte de colle. Enfin, c'est une sorte de pâte en fait qui va te permettre de reboucher les trous, entre guillemets. C'est pas vraiment un trou. Tu vois, c'est juste un... Comment dire? Et en fait, ça te permet de combler les petites aspérités pour retrouver un aspect lisse.
Ok, donc ça, en fait, à la fin, en fait, ce serait bien. Peut-être que tu peux envoyer la photo une fois qu'il sera rénové, comme ça, Ouais, on pourra le mettre. Ok, donc là, objectif plus de 1000 euros de gain là-dessus. Plus, même faire x3 en gros. Je l'ai acheté un peu plus de 600, je vais le revendre plus de 2000. Ok, donc 1500, C'est 1500 ça. euros 1400, de 1400. ouais. Ok, le modèle que tu veux garder de Dior. Oui, le modèle que je vais garder. Donc lui, je l'ai acheté non pas pour investir, donc je ne l'ai pas acheté avec la même logique. Mais malgré tout, quand j'achète des sacs pour moi, j'essaie quand même de les acheter au meilleur prix possible parce que potentiellement un jour je vais m'en lasser, hein, ça reste quand même un sac argenté. Donc lui, je l'ai acheté, je veux plus dire de bêtises, je crois que c'était 1459 euros, l'équivalent en euros. Je l'ai acheté au Japon aussi. Et aujourd'hui, c'est un sac que tu peux trouver entre 2002 et 2400 euros. Mais celui-là, il fait quasiment neuf. Oui, il est très récent. En réalité, comparé à l'autre, celui-là, tu me le montres en boutique. Alors j'ai pas forcément mes œils, mais je suis pas sûr de voir énormément. Peut-être un petit peu ici, mais peut-être qu'il est un peu sale, je sais le vois un pas. peu au niveau des poignets, moi. Les poignets un petit peu là. C'est léger, hein, mais... C'est très léger, quoi. Oui. Donc celui-là est quand même en. Oui. Là, tu mettrais quel niveau d'état pour celui-là? Franchement, je mettrais excellent. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. je mettrais excellent. Ouais, c'est ce que je. Ok, je suis pas perdu, c'est bon. Je mettrais pas comme neuf, mais je mettrais excellent. Voilà, excellent là-dessus. Oui. Donc effectivement, toi, t'as combien de sacs à titre perso? À titre personnel, j'en ai pas tant que ça. J'ai celui-ci. Des sacs de luxe, j'entends. J'en ai 3 de luxe. J'ai un Dior, un Miu Miu et un Louis Vuitton. Miu Miu, tu fais pas. Non, Miu Miu, je fais pas. Miu Miu, j'avais acheté à titre personnel à l'époque où je vivais à Hong Kong. J'avais eu une super affaire, je me rendais pas compte à l'époque. Je l'ai acheté dans un vide dressing, il avait encore son étiquette, je l'ai payé 200 euros alors qu'il en valait 2000. Mais je l'ai acheté pour moi. On m'a déjà fait une proposition pour le racheter, mais c'est mon premier. Ça me rappelle ma vie à Hong Kong. Je veux pas le revendre, même si je m'en sers absolument plus. Là, aujourd'hui, de façon concrète, moi, je suis intéressé pour me lancer là-dedans. Il me faut combien de temps avant de faire mon premier achat de sac? Par exemple, je rejoins ton programme là demain. Tu penses, j'y connais rien en sac. Je connais rien en sac, je connais rien en rénovation. Je comprends qu'on peut acheter des choses moins chères et les revendre. J'ai quasiment rien vendu sur Vinted ou Vestiaire Collectif. En combien de temps je peux trouver mon premier sac? Oui, alors ça va dépendre du temps que tu as à ta disposition et de ta motivation. Ça peut aller très vite, mais je vais te donner plutôt une moyenne de ce que je vois chez les membres de mon programme. En général, elles passent à l'action en achetant, en revendant leur premier sac au bout de 3 mois. Voilà, il y en a qui peuvent être beaucoup plus rapides. Il y en a certaines en 2 semaines, elles ont déjà avalé toute la formation, elles ont déjà acheté, rénové, revendu. Mais de manière générale, je vais plutôt te parler de 3 mois. Là, par exemple, disons que je trouve un sac Chanel qui est très bien, mais j'habite à Vénissieux. Et j'en trouve un qui est un peu abîmé. Dans ton programme, je peux prendre en photo, t'envoyer la photo pour savoir si je peux acheter celui-là ou comment ça se passe? Non, pas du tout. Donc en fait, dans le programme, tu vas avoir toute une partie théorie où tu vas être formé pour reconnaître toi-même ce qui fonctionne, ce qu'il faut acheter, ce qu'il ne faut pas acheter, comment rénover, etc. Mon objectif, en gros, avec ce programme, c'est pas de te donner le poisson à manger, mais c'est de t'apprendre à pêcher. Tu vois ce que je veux dire? Je veux vraiment rendre les personnes autonomes. Et par contre, bien sûr, si tu as le moindre doute, on a une communauté sur Slack où du coup, on est plus de 700 personnes, où tu peux venir poster tes sacs, etc. pour que soit moi, soit Alexia, mon bras droit, puissions te répondre, ou alors toutes les anciennes élèves qui commencent à avoir pas mal d'expérience. Donc c'est aussi la force de la communauté, c'est qu'aujourd'hui on est plusieurs centaines de femmes et d'hommes, et en fait je veux pas dire qu'on a quasiment acheté tous les sacs possibles, mais presque. Donc en fait on sait les erreurs à faire, on sait les sacs à ne pas acheter, on sait les sacs qu'on peut rénover, ceux qu'on ne peut pas rénover, etc. Donc on commence à avoir une vraie expertise sur un maximum de marques et un maximum de sacs. Il y a un truc très intéressant que tu m'as dit sur les sacs. En fait, ça ouvre finalement l'éducation financière à des personnes qui sont peut-être pas intéressées par ça. Là, ma communauté, c'est quand même allé à 70%. Alors, je sais pas pourquoi en ce moment, j'ai beaucoup de femmes dans mes problèmes. J'ai plus de femmes que de mecs dans mes programmes IMO. Je sais pas pourquoi. Mais globalement, c'est beaucoup de mecs. La problématique des gars que j'ai assez souvent avec eux, ils sont là, bah écoute, moi je suis à fond dans Fire, où je fais des investissements, je fais de l'IMO, j'épargne et tout. Mais ma compagne, c'est pas du tout son truc. Et ils cherchent des solutions. C'est-à-dire qu'ils se disent comment je pourrais l'emmener dans mon univers d'investissement pour lui faire comprendre qu'en fait, mettre de l'argent de côté et investir, c'est plutôt pas mal. Est-ce que tu as des cas où finalement, ça vaut le coup de... Je sais pas, moi j'ai ma copine, ma copine par exemple, l'investissement, c'est pas du tout son sujet. Je la fais excessivement chier quand je lui parle d'IMO, etc. Est-ce que tu penses que je lui parle de ce que tu fais? Est-ce que tu as eu des cas où ça a pu réveiller quelque chose parce que c'est un sujet particulier qui peut intéresser et du coup après
elle va aller plus dans l'investissement et comprendre plus l'intérêt. Est-ce que tu as eu Ouais, des cas comme ça? complètement. En fait, j'ai 2 cas de figure dans les personnes qui rejoignent Start-Enchères. J'ai des femmes qui ont déjà bien investi, qui font de l'IMO, qui font de la bourse et en fait, qui veulent trouver un truc un petit peu plus passionnant, un petit peu plus concret. Donc elles appliquent leur mindset d'investisseuse à ce produit-là et puis à contrario, j'ai d'autres femmes qui se sont pas vraiment lancées dans l'investissement parce que ça les intéresse pas, ça les passionne pas ou ça leur fait peur, mais qui ont envie de générer des revenus complémentaires et donc là, en fait, elles voient quelque chose à mi-chemin entre, la passion, parfois leur intérêt pour la mode, le luxe et l'investissement. Donc je trouve que c'est un domaine qui permet de mettre un petit pas vers l'investissement et se rendre compte que bah en fait ce qu'on applique au sac, on pourrait tout à fait le faire dans d'autres domaines. Donc j'ai pas mal de cas de femmes comme ça qui se sont lancées. D'abord dans Start Enchères, je pense notamment à Natacha. Je me rappelle, avant de se lancer dans Start Enchères, ça faisait déjà plusieurs mois ou même années qu'elle voulait investir dans l'IMO, mais ça lui faisait peur. Elle s'est dit, tant pis, je prends la formation de Camille, donc elle a rejoint Start Enchères. Elle a commencé par acheter, revendre plusieurs sacs et en fait, elle s'est constituée un petit apport qu'elle a pu utiliser pour l'IMO et surtout, en fait, Start Enchères lui a apporté la confiance en elle qu'elle était capable par elle-même de générer de l'argent. Et une fois qu'elle a su ça, elle avait son apport et elle avait sa confiance et elle s'est dit, bah en fait, je me lance dans l'IMO. Et donc depuis, elle a acheté. Donc tu vois, ça lui a permis de faire ça. Et j'ai plein d'autres femmes comme ça qui, de fil en aiguille, ben, vont s'intéresser à l'investissement immobilier, à la bourse, à la crypto. Et je le vois beaucoup parce que tous les 3 mois, on organise des rencontres dans Start Enchères, des goûters, des apéros, des petits déj. Donc on réunit un maximum de la communauté et en fait, bah, les femmes, les hommes papotent, etc. On commence par parler de sac et on dérive toujours par parler d'immobilier, de bourse, de crypto. Et en fait, je sens qu'à la sortie de ces événements-là, il y a plein de filles qui me disent ah ben j'ai discuté de tel sujet, ça m'a ouvert les chakras, peut-être que je vais me lancer là-dedans, j'ai découvert autre chose. Donc tu vois, ça permet, je trouve, d'ouvrir tout le monde de l'investissement en rentrant par quelque chose de peut-être plus accessible, ou en tout cas plus compréhensible et plus passionnant. Parce que tu vois, là aujourd'hui, je me lance là-dedans. Tu penses que de façon objective, après, je peux pousser l'exercice assez loin. En fait, je peux gagner. En fait, ce que je peux gagner, c'est un peu limité parce que si Oui, je fais beaucoup de sacs, c'est limité. exactement. Mais ça reste, donc ça devient un métier parce que ça reste de la transaction. Mm. J'ai pas de rente réellement. C'est-à-dire que je dois faire de l'achat-revente. Tu penses que toi, dans ta stratégie globale aujourd'hui, financière, t'en es où? Comment tu vois ça? Comment tu vois ton avenir financier? Est-ce que du coup, les sacs, ça te permet de générer de l'argent et tu as un objectif annuel, de générer X. Et cet argent-là, t'en fais quoi? Du coup, tu le mets Ouais. plutôt en bourse. En fait, tu transfères de l'argent qui vient d'une expertise en bourse. Comment tu vois ça? Ouais, complètement. C'est une très bonne question. Moi, en fait, quand je me suis lancée dans l'investissement dans les sacs, c'était en 2021. Et donc, je venais de quitter mon job. Je venais de ne plus avoir mon chômage. Donc, je vivais qu'avec mes appartes. Et à ce moment-là, j'avais déjà bien investi. J'avais diversifié en bourse, en crypto. Ouais, j'avais bourse, crypto, crowdfunding, un petit peu. Bref, j'avais un peu fait tout ce que je pouvais faire. Et je cherchais un truc un peu plus passionnant. Et c'est là, en fait, où je me suis lancée dans l'investissement dans les sacs. Grâce à l'ami de mon conjoint qui, lui, faisait de l'investissement dans les montres par le biais des enchères. En fait, j'ai appliqué sa même stratégie au sac. Et en fait, ce que je me suis dit, à ce moment-là, donc, je vivais que sur mes rentes immobilières. Et je me suis dit, bah, ce side business me permettra, je couperai la poire en deux. Ce que générera ce side business, je prendrai 50% pour me faire plaisir, pour voyager parce que j'aime bien ça, pour manger au restaurant parce que j'aime bien ça, et 50% pour réinvestir. Donc en général, à l'époque, je pense qu'à l'époque, je réinvestissais déjà tout en bourse, soit sur mon assurance vie ou soit sur mon PEA. Et aujourd'hui, je fais toujours la même chose. Voire aujourd'hui, je vais même réinvestir la totalité parce que j'ai plus besoin de ce side business pour me faire plaisir. Mais en tout cas, au début, ça me servait à la fois à me faire plaisir et à réinjecter dans d'autres investissements. Comment tu vois l'argent aujourd'hui? Est-ce que tu as ton plan un peu d'avoir assez pour pouvoir vivre de rente ou pas? Ouais, c'est une très bonne question. Alors, comment je vois l'argent? En gros, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de sécuriser un maximum mes investissements et de ne pas y toucher surtout. Et en fait, je vais très régulièrement suivre leur cours, leur évolution pour m'assurer que à l'âge où peut-être j'aurai envie de plus du tout travailler, même si je ne suis pas sûre que ça m'arrive, j'aurai largement de quoi pouvoir vivre. Et mon objectif aujourd'hui, c'est de les faire grossir tout en parce que je pense qu'au début, tu vois, quand j'ai quitté mon job, mon objectif, c'était faire grossir, faire grossir, faire grossir mon patrimoine au maximum. Aujourd'hui, je suis plus dans un juste milieu entre l'argent que j'ai me suffira d'ici quelques années si vraiment j'ai plus besoin de travailler. Tu vois, je réussirais à vivre avec cet argent-là. Si aujourd'hui tout devait s'arrêter, je pourrais déjà vivre dessus, même si tout partirait. Donc aujourd'hui, je suis plus dans le juste milieu entre pas la peine de trop accélérer non plus. Je veux quand même garder du temps pour moi. En gros, je suis plus en mode je veux travailler de 6 heures du matin à 22 heures pour le compte de mes investissements. Tu vois, je veux plus dédier toute ma vie à mes investissements comme j'ai pu le faire au début. Là, j'essaie vraiment de trouver le juste milieu entre je génère de l'argent, j'en réinvestis une partie
dans mes investissements, dans les sacs et dans mon business. Mais aussi, je garde du temps pour moi pour vivre ma vie parce qu'au final, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. C'est vraiment profiter de ma vie comme je l'entends, profiter de ma liberté géographique, temporelle, financière, etc. Là, vous avez acheté la maison. Oui. Du coup, tu t'es réancré quand même, tu as repris des obligations indirectement. Vous avez un emprunt, peut-être. Et du coup, là, est-ce que tu l'as vu comme quelque chose qui te prenait une part de liberté indirectement parce que c'est je ne sais pas combien vous payez tous les mois, mais c'est une somme que tu dois dépenser. Ouais, pas du tout parce qu'on paye moins d'emprunts qu'on ne payait de loyer à Paris. Donc au final, je le vois presque comme j'ai gagné un peu d'argent. Sur cet enjeu, donc aujourd'hui, en fait, est-ce que tu as la somme, est-ce que tu as en tête une somme où tu te dis, OK, si j'ai ça, je peux avoir des rentes ou pas? Alors, oui et non. En fait, il y a quelques années, je t'aurais répondu à cette question avec un chiffre très précis. Le premier, c'était un demi-million, donc 500 000 euros, qui me permettait d'avoir une rente nette une fois la flat tax enlevée, qui était très correcte pour moi. Aujourd'hui, plus vraiment, parce que quand bien même j'aurais une rente qui tomberait, j'aurais envie de continuer à faire Start en Share, j'aurais envie de continuer à monétiser des produits, j'aurais envie de continuer à monétiser mes compétences. Donc je pense plus trop à une rente qui me permettrait de vivre parce que une rente qui me permettrait de vivre aujourd'hui, tu vois, ça pourrait être 100 euros. Enfin, j'en ai pas besoin techniquement. Tu vois ce que je veux dire? En fait, aujourd'hui, j'envisage plus contrairement à il y a 5 ans quand j'en pouvais plus, j'envisage plus de ne rien faire de monétisable, tu vois, parce qu'en fait, comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, le business, je le vois plus seulement pour mettre de la nourriture dans mon assiette, mais je le vois aussi comme un jeu. J'ai envie de jouer avec l'argent, ça m'amuse de faire plus d'argent, ça m'amuse à comprendre comment générer plus d'argent, tout simplement. Donc, je ne me vois pas arrêter de tenter de générer plus d'argent parce que franchement, j'apprends beaucoup de choses, c'est beaucoup trop excitant, je le vois vraiment comme un jeu. C'est beaucoup d'heures par jour quand même. De travail? Ouais. Aujourd'hui, pas tant que ça. Ça dépend pour qui. Pas trop pour moi. Je travaille environ 6 heures, grand maximum 7 heures, mais plutôt 6 heures par jour. Si tu utilises toutes tes capacités intellectuelles, je pense que c'est ce que tu fais. 6 heures, ça peut quand même être... Enfin, tu vois, c'est un job où tu es confronté aussi. Enfin, même si c'est un jeu, tu vois, tu es confronté à des trucs qui marchent pas. Tu dois y aller à fond, puis tu as des déceptions. Enfin, ouais. C'est pas un job... c'est les montagnes russes. Voilà, c'est les montagnes russes. Mais c'est chouette. C'est chouette, mais du coup, c'est des montagnes russes où émotionnellement, ça peut être dur. Oui. Et intellectuellement, je pense que tu te challenges. Donc, je pense que 6 heures dans ce que tu fais aujourd'hui, ça peut être plus intéressant que ce que tu faisais en conseil. Mais le conseil, c'était à la limite plus facile. Parce que c'était une exécution de tâches. Je sais pas. Je sais pas. En fait, moi, comment je découpe mes journées, je travaille 3 heures le matin et 2-3 heures l'après-midi. Le matin, je me concentre sur les décisions, les tâches les plus compliquées parce que je suis du matin. L'après-midi, il n'y a plus personne. Et l'après-midi, tu vois, je vais revoir le contenu que ma community manager m'envoie. Je vais répondre à 2-3 mails. Donc, l'après-midi, c'est pas des tâches très fatigantes. Par contre, le matin, c'est souvent 3 heures ultra intenses. Donc, j'ai 3 heures très intenses dans ma journée. L'après-midi, je travaille, mais c'est un travail plus facile à faire. Par contre, je te rejoins totalement sur ouais, c'est les montagnes russes. Mais je pense qu'on devient un peu drogué, tu vois, cette adrénaline de l'entrepreneuriat, hein, clairement. Et même si les downs sont parfois durs, je sais que les ups seront à la hauteur des downs. Donc, et aussi, un truc super important, je suis très précautionneuse avec mon argent personnel, avec mon argent de société. Je garde un beau matelas, probablement trop gros matelas de sécurité sur mon entreprise. Donc, en fait, je me dis toujours que si telle ou telle opération marketing, si tel lancement marche pas, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut attendre le prochain, voire on peut attendre celui d'après. Okay. Donc, je trouve que ça permet aussi de faire diminuer la pression. Est-ce que j'aurais dû te poser d'autres questions ? Il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres sujets que j'aurais pu évoquer plus en détail. Mais je pense qu'on a fait quand même un bon tour. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que tu m'as interrogé sur des sujets sur lesquels on m'interroge peu en podcast. Donc, mon rapport à l'argent, peut-être l'investissement immobilier, la charge mentale. Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une question que je vais te reposer. Est-ce que tu referais de l'IMO, là ? C'est une très bonne question que je me suis encore posée il y a quelques jours. Alors, dis-moi en direct. Ouais, parce que j'ai écouté certains de tes podcasts sur l'immobilier et du coup, ça m'a fait penser, est-ce que je suis prête à me relancer dans l'IMO ? Je ne sais pas. Et je pense que si je dis je ne sais pas, ça veut dire pas encore, à mon avis. De l'IMO papier, probablement. De l'immobilier, immobilier. En fait, il y a une part de moi qui se dit, allez, on y va, on retente un projet. Et il y a l'autre part de moi qui se dit, attends. Tu te rappelles de la charge mentale pendant les 4-5 dernières années ? T'es sûr qu'on y va tout de suite ? C'était quoi ta charge mentale C'est dur à qualifier et... Ouais, c'est dur à qualifier. Tu sais, parfois, je me sens un peu seule quand je parle de cette histoire de charge mentale parce que donc j'avais 5 appartements en Airbnb. Donc là, tout le monde se dit, oui, ça doit quand même faire de la charge mentale. Sauf que tout était délégué à pas une conciergerie, mais grosso modo, j'avais une équipe de femmes de ménage qui pouvaient aussi s'occuper des petits problèmes en cas d'imprévu, parce que moi, j'étais pas sur place. Et j'avais aussi un télésecrétariat
à distance qui répondait à tous les SMS, tous les appels, tous les emails. Donc techniquement, j'ai pas grand-chose à faire. Mais en fait, je trouve que, en tout cas, moi, ça a été mon ressenti. Il y a une sorte d'épée de Damoclès de mais si tout s'arrête, mais si j'ai un squat, mais si mon immeuble brûle, mais si j'ai fait une mauvaise déclaration d'impôt et que je me fais reprendre, mais si, enfin, tu vois, il y avait plein de mais si, et qui me pesaient énormément. Et donc, j'ai vraiment lutté pour essayer de grandir sur ce sujet-là, tu vois, pour essayer de me confronter à ces peurs-là, parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais plein de peurs. J'ai réussi à les surmonter. Mes peurs dans l'IMO, aujourd'hui, j'ai vendu, je suis très contente, mais je suis pas 100% fière de moi parce que j'ai l'impression que je suis pas allée au bout de mes peurs. Ouais, mais est-ce que, tu vois, moi, c'est un peu la problématique de l'entrepreneuriat aussi. Tu vois, moi, j'ai des sujets, il y a des moments, j'ai décidé d'arrêter des boîtes et je l'ai vécu exactement comme toi. C'est-à-dire qu'au fond, tu sais que si tu bosses, si tu arrives à franchir des étapes, tu les feras. Ouais. Et pareil en IMO. Tu vois, là, j'ai des gros trucs en IMO. Je me dis, c'est dommage de les vendre, mais de temps en temps, je suis là, bon, attends, bah là, j'y arrive pas, quoi. J'ai pas, en l'instant T aujourd'hui, je devrais mettre l'énergie, je devrais me restructurer différemment, mais concrètement, je le fais pas. Oui. Et si je le fais pas, j'ai le poids de cet investissement autant que je vende et que je passe à autre chose. Mais comme toi, ça veut dire que finalement, je suis pas devenu l'homme ou tu vois, dans ton cas, la femme, assez fort pour gérer cette étape-là dans la vie. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense que c'est véritablement un choix. L'immobilier, je pense que exactement comme tu l'as utilisé, je pense que c'est parfait. De l'utiliser comme tremplin pour aller sur autre chose et un tremplin pour aller dans le business, c'est fantastique. Il y a des personnes qui vont continuer à faire de l'IMO, en fait, vont faire que de l'IMO. Tu aurais pu en faire 10 autres de deals et vivre que de ça. Et ça dépend vraiment des gens. Et il y a des moments, tu vois, moi j'avais sous-estimé, je suis monté à 300 lots, j'avais sous-estimé la merde que c'était en fait. Parce que j'ai aussi fait plein de lots différents. Et en fait, la sensation que tu as, alors le Airbnb, moi j'aime pas du tout. Ouais. Parce que le Airbnb, tu as quand même t'as la pression de la note. Et en fait, la pression de la note, tu l'as tout le temps. Et tu le vois très vite. Et moi, je gérais beaucoup d'Airbnb. Et à un moment, en fait, je voyais a posteriori que mes Airbnb allaient moins bien parce que tout était délégué. Mais j'avais, je sais pas, un 3,5 ou un 4. Et là, je me disais, merde, il y a eu un problème. Et je sais pas qu'est-ce qui avait vraiment déconné. Oui. Parce que généralement, tu as une mauvaise note, tu sais jamais pourquoi. Enfin, ils te l'expliquent, etc. Et pour moi, le Airbnb, ça a toujours été temporaire. Mais bon. Et d'ailleurs, j'en ai arrêté beaucoup. J'ai quasiment plus d'Airbnb là. Et en fait, ouais, c'est beaucoup de charge mentale, l'IMO. Je pense que si tu es en faculté, ça dépend de tes objectifs. Et là, aujourd'hui, je pense que tu t'es pas mal détaché de l'argent, de là où tu en es, et de combien tu veux. Et tu arrives à être très bien avec ce que tu as aujourd'hui. Donc, si tu es dans cette phase-là, tu n'es pas obligé de retourner dans une roue où tu refais des OP pour en faire des millions, etc. Non, mais disons que j'ai l'impression de passer à côté de l'opportunité en or qu'est l'effet de levier bancaire, que je peux pas avoir avec aucun autre investissement. J'ai envie d'emprunter l'argent de la banque pour faire des projets. Alors ça, c'est sûr. Après, tu as d'autres façons de le faire. Tu vois, moi, je pense que mes prochaines opérations, puis même là, les immeubles, c'est pour ça qu'on a dû décaler le podcast, je suis en train de retransformer un immeuble que j'ai. Maintenant, je le fais. Alors, il y a d'autres risques, mais souvent, je le fais en association. Oui. Je délègue, et même là, si je faisais des nouvelles opérations, je pense que je gagnerais moins, mais je ferais tout en association. Oui. Donc, je referais de la dette moi, mais je partagerais ou avec d'autres personnes. Mais je ne gérerais plus autant d'IMO que j'ai pu gérer moi. Et puis, l'IMO, dans le temps, tu as quand même... tu vois, bon, heureusement, on revient sur les DPE, encore une fois, finalement, ça va sauter à force, mais tu as tellement de changements, tu as tellement de... Et là, indirectement, tu n'as pas eu trop de problématiques en IMO. Non. Peut-être dans les chantiers, ça devait être dur, je pense, mais non. Pas du tout. Donc ça va, parce que les problématiques... moi, il y a plein de deals où j'ai pas de problème, j'en ai jamais eu. Par contre, j'en ai d'autres où il y a les procès, il y a les machins, il y a les flics, il y a les décès, il y a tout, il y a plein de trucs. Faut aimer, mais rien ne rapporte plus que le business, donc ce que tu fais. Donc si tu continues à développer, rien ne va rapporter plus que ça. Et si tu arrives à avoir ta martingale qui te permet de faire de l'argent, de basculer en bourse, et ça te permet d'atteindre tes objectifs, peut-être que tu n'as pas besoin de l'IMO. Mais l'IMO, c'est vrai que tu fais du 400 fois indirectement ce que tu fais avec la bourse. Complètement. Ouais. Avec l'effet levier. Mais bon. Et tu vois, en fait, avec le recul, je pense que ce qui a été dur pour moi dans l'IMO, c'est le fait de... Moi, je suis une personne qui a besoin de tout contrôler. Et en fait, c'est exactement ce que tu disais. Moi, j'avais tout délégué, du coup, je contrôlais plus rien. Et en fait, je m'inquiétais toujours pour tout parce que j'avais pas le contrôle des choses. Et je pense que mon problème, c'est que j'ai pas réussi à lâcher prise sur ce besoin absolu de contrôle. Si j'avais pu, j'aurais déménagé là-bas pour être sûre que tout allait bien tout le temps, quoi, alors que c'était pas une vie. Et je pense que ça m'a beaucoup pesé dans l'immobilier, cette impossibilité de tout contrôler. Et dans la vie. Dans la vie, du coup, dans mon business, je peux tout contrôler puisque je suis aux commandes. Donc, je pense que c'est ce qui fait que j'ai moins de stress aussi que dans l'immobilier. En fait, le contrôle, c'est un truc à franchir. Moi, je suis aussi un gros mec de contrôle. Maintenant, j'essaie d'évoluer. Alors, ça marche moins bien, du coup. Mais le contrôle, en fait, c'est... tu vois, quand tu as des crises, demain, je sais pas, ton compte Instagram, il saute. Ta newsletter, elle saute, je sais pas quoi. En fait, il faut arriver à un stade où le contrôle...
n'est plus la façon dont on a notre sécurité. Ouais. Et je pense que c'est très dur, surtout quand ce qui nous a permis d'avancer dans la vie, c'est le contrôle. C'est le contrôle, oui. Voilà. Et du coup, de réussir à lâcher ça, c'est beaucoup plus dur. Tu vois, et aussi d'être prêt à accepter quoi, de ce qui va arriver et de l'associer avec ce que tu as déjà aujourd'hui, parce que tu es convaincu qu'aujourd'hui, tu vas réussir. Je sais. Donc, tu n'es pas loin d'arriver au stade où tu n'as pas besoin de tout contrôler. Mais quand même, quand tu regardes ceux qui ont fait des beaux hôtels... Après, je me rends pas compte de certaines personnes, mais je pense même que Musk est comme ça. Hein. Je pense qu'au bout d'un certain niveau, même ceux qui ont des hôtels qui sont jolis, qui sont bien faits, tu as besoin d'excessivement beaucoup de contrôle, ou moins que le contrôle soit descendu. Oui. Parce que tu as besoin que les tables soient nickel, tu as besoin que les trucs soient très bien faits. Donc à voir, mais le contrôle, c'est pas ce qui rend le bonheur dans la vie, quoi. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Ce qui est très dur à quitter quand même. Hein. Clairement. Camille, je te remercie. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Instagram, principalement, sur le compte l.investi, ou bien sur YouTube, où j'ai sorti ma mini-série Chasse au sac de luxe au Japon. Je trouve ça génial. Tu postes de temps en temps sur LinkedIn aussi ? Oui, très rarement. Très rarement. C'est pas le canal favori que j'utilise. Et ça me donne envie, je vais regarder ta série. Ça s'est bien passé, ta Ça série ? s'est très bien passé. C'était épuisant, mais j'ai fait pas mal de bonnes affaires. C'est ton compagnon qui filmait du coup ? Pas du tout, je suis partie toute seule. Et tu te filmais tout seul ? Ok, très bien. Et ça allait ? C'était pas trop... Les 2 premiers jours ont été très compliqués parce que je suis pas habituée au vlogging. Ouais. Parler toute seule dans la rue avec tout l'attirail de l'influenceuse, j'aime pas l'image que ça renvoie de moi. Et puis en fait, il y a un moment où tu lâches le contrôle, tu lâches un peu prise, et en fait, ça finit par très bien se passer. Et je suis super contente du résultat. Je te remercie. N'hésitez pas à me dire ceux qui vont aller acheter des sacs. J'aimerais bien savoir votre retour. Dites-moi comment ça fonctionne. Et si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram ou sur LinkedIn. Et à très vite. Merci Victor. Merci à toi. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.